Depuis le téléphone portable, on entendait quelqu'un dire qu'enfin il pouvait parler. L'homme avait fait en sorte que leur conversation ne soit écoutée par personne, mais il refusait toujours de donner son nom à Igan. Il informa Igan que la ville d'Osa était protégée par plusieurs couches de systèmes de sécurité. Igan ne réussirait pas à s'infiltrer s'il était seul, et il avait l'intention d'aider Igan. Évidemment, Igan ne faisait pas confiance à cet homme mystérieux. L'homme dit alors, apprendre des autres, mais ne pas laisser les autres apprendre de toi, c'est la vraie essence de la ruse ninja. Igan fut choqué d'entendre cela. L'homme dit qu'il était comme Igan, un ninja exilé. Il invita Igan à le rencontrer quelque part. Pendant ce temps, Mike, qui venait de reprendre conscience, vit le dessin gribouillé de sa fille. Il se souvint que sa femme l'avait appelé, mais il l'avait ignoré, et quand il décrocha enfin le téléphone, il apprit que sa fille était morte. Sa femme était tellement déçue de Mike, qui était trop concentré sur son travail et négligeait sa famille. Alors qu'il rêvassait, Mike fut surpris de voir Igan, qui apparut soudainement devant la porte comme un fantôme. Igan dit à Mike qu'un homme mystérieux lui avait proposé de l'aide. Mike en doutait, mais Igan croyait qu'il était un ninja exilé, tout comme lui, sur la base des paroles de l'homme mystérieux qui était un poème laissé par l'organisation. Selon Emma, l'homme mystérieux avait raison car le système de sécurité dans toute la ville était très serré, comme les collants des femmes. Mike demanda, et si c'était un piège? D'un ton décontracté, Igan répondit qu'il tuerait l'homme mystérieux, mais le problème était qu'il ne pouvait pas entrer chez Auzeda car Mike avait été marqué par le FBI. Emma suggéra d'abandonner, même si c'était cette fille inutile qui avait proposé d'aller au quartier général dans cette ville. Mike était sûr qu'il devait y avoir un moyen de s'infiltrer là-bas. Emma a ensuite partagé sa dernière découverte de la communauté du Dark Web qui avait observé les mouvements de la maison, et elle a trouvé l'emplacement de l'administrateur de la communauté, qui prétendait être un ancien chercheur là-bas. Mike avait l'intention d'y aller seul car c'était loin, mais Emma ne voulait pas laisser Mike prendre tout le crédit seul. S'il réussissait, il pourrait obtenir les dernières données d'Auzeda qui pourraient être vendues pour des millions de dollars. Cette chercheuse d'or inutile était tellement excitée quand elle a entendu parler de l'argent. Igan est ensuite parti et leur a dit de faire attention, mais avant que Igan ne parte, Mike, rejeté par sa défunte épouse, connaissait sa véritable identité. Il s'est avéré que la femme de Igan était également une ninja, et ils avaient tous deux violé le code d'éthique ninja. Un ninja doit toujours libérer ses émotions, même envers ses camarades, mais Igan a choisi la famille, contrairement à ce type-là qui ignorait sa famille. Pendant ce temps, au siège d'Auzeda, le PDG d'Auzeda rencontrait les ninjas. Il a dit qu'il était différent des ninjas, il avait seulement besoin de donner, pas de combat. Le nain Lay a ensuite demandé ce qu'il ferait lorsqu'Igan se présenterait. Le PDG a répondu que c'était la fonction, il avait une excellente secrétaire. Il a demandé si quelqu'un avait d'autres idées, mais Asuka a dit que la défense de la ville était 100% impénétrable, donc il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Pendant ce temps, Big D, ou appelons-le simplement Big Dump, a dit que si Igan osait toucher à sa coupe de cheveux, il mourrait. Le nain s'est moqué des cheveux de Big Dump, ce qui a rendu Yamaji furieux car il ne prenait pas les choses au sérieux. Il sentait que Igan était une menace sérieuse, et il devait connaître sa technique secrète, mais pas avec son ami inutile du FBI, il n'était pas un problème pour eux. Le PDG d'Auzeda a ensuite été d'accord avec Yamaji. En chemin, le PDG était très impatient, attendant l'arrivée de Igan car il voulait vraiment obtenir des données pour leur nouvelle arme. Pendant ce temps, au quartier général des ninjas, Yamaji dit qu'il n'avait pas besoin d'aller nulle part car Yamaji enverrait quelqu'un d'autre pour s'occuper de Igan et il forcerait Igan à révéler sa technique secrète. Igan, qui roulait avec un casque, se souvenait de son passé. Les ninjas devaient obéir au code d'éthique, ils devaient libérer leurs émotions même envers leurs camarades et donner la priorité à la mission sur leur vie. Igan, avec Zé et Marie, reçut leur nom et une technique secrète qu'ils devaient garder pour eux-mêmes. Le leader était confiant que les trois pourraient mener leur village vers un avenir radieux car ils étaient les trois ninjas légendaires, la version lumineuse, et l'homme à côté du leader était Yamaji.
Ils étaient très heureux de recevoir leur nom car cela signifiait que leur existence avait été reconnue. Mais Igan leur rappela de garder leur technique secrète. Puis ils burent ensemble d'une coupe comme preuve qu'ils étaient unis et qu'ils risqueraient leur vie pour leur mission. Après cela, ils menèrent des missions comme des ninjas, se déplaçant et tuant rapidement les ennemis. Cependant, Marie fut imprudente lorsqu'elle vit une femme avec un enfant. La femme lui tira dessus soudainement. Igan emporta Marie blessée, abandonnant la mission. Marie, qui venait de reprendre conscience, dit à Igan de partir, puis elle saisit un couteau. Mais Igan attrapa rapidement le couteau et étreignit Marie. La version bêta de John Wick ne voulait pas laisser Marie seule, même s'il devait enfreindre le code d'éthique des ninjas. Il dit que depuis leur première rencontre, Igan avait enfreint les règles. Puis Igan et Marie dormirent ensemble, mais ils furent pris en flagrant délit par Zé, et ce passé était ce qui fit que Zé haïssait Igan. Pendant ce temps, Mike et Emma étaient en route pour rencontrer l'administrateur de la communauté Dark Web nommé Jason Cardenas. Sur un autre front, Igan communiquait avec l'homme mystérieux, qui l'informa que le système de sécurité de la ville d'Aza était renforcé par des capteurs dans toute la zone d'inspection. L'entrée non autorisée était strictement interdite, avec des ordres de tir immédiat pour les contrevenants. De plus, un bouclier électromagnétique empêchait l'entrée aérienne, laissant le chemin souterrain vers la salle de contrôle des capteurs comme seule option viable. Igan devait se faufiler discrètement au-delà des caméras de sécurité, des pièges laser et des mercenaires. Le succès de la mission dépendait d'éviter le conflit autant que possible. L'homme mystérieux avait prévu de désactiver temporairement l'électricité pour lever la barrière électromagnétique pendant une maigre 5 secondes, toute durée plus longue déclencherait une alarme. Avec seulement une fenêtre de 5 secondes après la tombée de la nuit, l'homme mystérieux guidait Igan par téléphone. Igan manœuvrait à travers l'installation souterraine fortement gardée avec aisance, rappelant une cafard agile. Cependant, sa transpiration déclencha involontairement une alarme, incitant les soldats à ouvrir le feu comme s'ils chassaient des cafards. Igan, avec ses compétences, les surmonta facilement. Juste au moment où l'homme mystérieux désactivait l'électricité pour abaisser la barrière, Igan fut inopinément confronté à Zé, bloquant son chemin à la barrière électromagnétique. Leurs regards se croisèrent, chargés de la complexité de leur passé commun, semblable à des retrouvailles entre vieux amis.